Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler de certains médicaments que les médecins peuvent prescrire, mais qui ne devraient pas être utilisés sur une longue période. Nous allons passer en revue 5 médicaments qui, à mon avis, présentent des risques lorsqu'ils sont consommés trop longtemps. Souvent, lorsque vous prenez un traitement sur une longue durée, cela signifie que le problème est chronique. Traiter uniquement les symptômes, sans s'attaquer à la racine du mal, peut s'avérer inefficace à long terme. Même si un soulagement temporaire peut apporter du réconfort et réduire le stress, il est essentiel de chercher des solutions plus durables pour traiter la véritable cause du problème. Voici donc 5 types de médicaments que les médecins ne recommandent pas pour un usage prolongé. Commençons par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Ces médicaments sont associés à plusieurs risques, notamment des complications cardiaques. Des études de grande ampleur ont révélé que l'utilisation prolongée des ANS peut augmenter le risque d'insuffisance cardiaque de 20%, un risque qui croît en fonction de la dose et de la durée du traitement. Les ANS peuvent également causer des dommages gastro-intestinaux, comme des ulcères ou des hémorragies. Dans les cas les plus graves, des perforations de l'estomac ou des intestins peuvent survenir, et la majorité des ulcères hémorragiques sont liés à l'usage prolongé de ces médicaments. Les reins sont aussi affectés par une utilisation à long terme des ANS, entraînant parfois une rétention d'eau et un gonflement. Bien que tous les patients ne manifestent pas ce symptôme, environ 5% des utilisateurs peuvent présenter des signes de gonflement. Il est donc primordial d'éviter une utilisation prolongée des analgésiques et de se concentrer sur la cause sous-jacente des douleurs, comme les douleurs articulaires ou dorsales. En plus des risques cardiaques, gastro-intestinaux et rénaux, les ANS peuvent provoquer des effets secondaires tels que des vertiges, des maux de tête et des réactions allergiques graves, incluant des éruptions cutanées ou un gonflement du visage. Bien que ces médicaments soient efficaces pour soulager la douleur et l'inflammation, ils ne s'attaquent pas aux problèmes de fond. Il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté à la cause de la douleur, plutôt que de compter uniquement sur des médicaments pour en gérer les symptômes. Des alternatives plus sûres et naturelles existent, comme les techniques de relaxation, les exercices à faible impact, les thérapies physiques et l'acupuncture. Les changements de mode de vie, tels que l'adoption d'une bonne posture, la pratique régulière d'une activité physique et le maintien d'un poids santé, peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention et le soulagement des douleurs chroniques au dos. Lorsque des anti-inflammatoires ou un traitement contre une douleur aiguë sont nécessaires, il est crucial de respecter les instructions indiquées sur l'emballage et les recommandations médicales. Il est également important d'éviter une utilisation excessive ou prolongée de ces médicaments. Deuxièmement, parlons des médicaments hypocholestérolémiants, comme les statines, que je ne conseillerais pas de prendre à long terme. Les statines sont prescrites pour réduire le taux de cholestérol et diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Découvertes par le Dr Akira Ando au Japon, elles sont souvent considérées comme l'une des avancées majeures de la médecine moderne. Certaines études montrent que les statines peuvent réduire le risque de maladies cardiaques de 30 à 40%. Toutefois, il est important de bien comprendre ces chiffres. Dans une étude de grande envergure, 3% des participants qui ne prenaient pas de statines ont fait une crise cardiaque, tandis que ce chiffre est tombé à 2% chez ceux qui les prenaient. Cela représente une réduction relative de 30%, mais une réduction absolue de seulement 1%. En d'autres termes, pour éviter une seule crise cardiaque, un grand nombre de personnes doivent prendre ces médicaments, sans que cela n'apporte toujours un bénéfice direct. Les statines peuvent également avoir des effets secondaires tels que des lésions musculaires, des dysfonctionnements mitochondriaux et la rhabdomyolyse. Elles peuvent aussi accroître le risque d'accident vasculaire cérébral, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques. Si elles sont essentielles pour les personnes ayant des antécédents d'infarctus, les changements de mode de vie s'avèrent souvent plus efficaces et bénéfiques pour ceux qui souffrent simplement d'un taux de cholestérol élevé. Personnellement, j'éviterais de prendre des statines sur le long terme si l'hypercholestérolémie était le seul problème, sans autres complications cardiaques. Ces médicaments augmentent également le risque de développer un diabète de type 2. Certaines études suggèrent que ce risque pourrait augmenter de 50%, ce qui est préoccupant, car le diabète constitue un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et d'autres complications de santé. Les statines peuvent aussi altérer les fonctions cognitives. Certains patients ont rapporté des problèmes de mémoire, de confusion et de concentration lorsqu'ils prenaient ces médicaments sur une longue période.
Bien que ces effets secondaires soient généralement réversibles à l'arrêt du traitement, ils peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie. Les statines sont donc utiles, voire indispensables, pour les personnes à haut risque de maladies cardiovasculaires, en particulier celles ayant des antécédents d'infarctus. Toutefois, elles ne constituent pas la seule option pour ceux souffrant d'hypercholestérolémie. Il est essentiel d'explorer d'autres options avant d'envisager un traitement de longue durée à base de statines. Des changements dans le mode de vie, tels qu'une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et céréales complètes, ainsi que la pratique régulière d'une activité physique, peuvent aider à abaisser le taux de cholestérol et à améliorer la santé cardiaque. De plus, la gestion du stress, le maintien d'un poids idéal et l'arrêt du tabac sont des facteurs clés pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Il est primordial de consulter un médecin avant de commencer ou d'arrêter un traitement par statine, afin d'évaluer les risques et les bénéfices pour chaque cas spécifique. Un professionnel de santé pourra vous conseiller sur la meilleure approche pour gérer votre taux de cholestérol et réduire votre risque de crise cardiaque. Troisièmement, abordons le cas des somnifères, en particulier le zolpidem, également connu sous les noms commerciaux Ambien ou Stilnox. C'est le troisième type de médicament que j'éviterai de prendre sur le long terme. Bien que ces médicaments soient souvent prescrits pour traiter l'insomnie en raison de leur action rapide et de leur courte durée d'effet, leur utilisation prolongée comporte des risques. Parmi ceux-ci figurent des chutes, des vertiges, et une somnolence excessive durant la journée. Il est aussi possible que l'utilisation à long terme du zolpidem entraîne des comportements anormaux, comme des discussions incohérentes ou des trous de mémoire. Une dépendance peut également se développer avec l'usage prolongé de ce médicament. Lorsque les patients arrêtent brutalement la prise de zolpidem, ils risquent de présenter des symptômes de sevrage ou de souffrir d'une insomnie de rebond. De nombreuses personnes ressentent une anxiété disproportionnée à l'idée de ne pas pouvoir dormir, ce qui aggrave encore leur insomnie. Il est donc préférable de privilégier une bonne hygiène de sommeil et des modifications comportementales plutôt que de compter sur les somnifères. Des stratégies comme ne se coucher que lorsqu'on est réellement fatigué, éviter l'utilisation d'appareils électroniques au lit, et maintenir une heure de réveil régulière, même après une nuit peu reposante, peuvent grandement aider. Des activités relaxantes telles que la méditation ou la lecture avant de dormir sont aussi bénéfiques. En outre, bien que les somnifères puissent induire le sommeil, ils peuvent altérer la qualité du sommeil en modifiant sa structure naturelle, notamment en réduisant le temps passé dans les phases profondes et réparatrices, comme le sommeil paradoxal. Cela peut entraîner une sensation de fatigue, même après une nuit de sommeil prolongée. Enfin, les interactions médicamenteuses représentent un autre danger. Les somnifères sont métabolisés par le foie et peuvent interagir avec d'autres substances, notamment l'alcool, augmentant ainsi les risques pour la santé. Les interactions avec d'autres médicaments ou même certains aliments peuvent accentuer les effets secondaires et les risques liés à ces traitements. Il est crucial de comprendre que l'insomnie peut parfois révéler des troubles mentaux sous-jacents, tels que la dépression ou l'anxiété. Dans ces situations, il est souvent préférable de traiter la cause sous-jacente plutôt que de recourir à des somnifères sur le long terme. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, représente une alternative non pharmacologique efficace pour lutter contre l'insomnie, en aidant les patients à identifier et à modifier leurs pensées et comportements inadaptés. D'autres stratégies pour améliorer la qualité du sommeil incluent la création d'un environnement paisible et confortable, la pratique régulière d'une activité physique, tout en évitant les exercices intenses avant le coucher, ainsi que la réduction de la consommation de caféine et d'alcool, surtout en soirée. Il est également important de gérer le stress grâce à des techniques de relaxation telles que la respiration profonde ou le yoga. En cas d'insomnie chronique ou sévère, consulter un médecin est essentiel pour trouver le traitement le plus approprié. Si les somnifères sont parfois nécessaires, il reste important d'évaluer soigneusement leurs risques et avantages, et de privilégier des solutions plus sûres et durables. Quatrièmement, les inhibiteurs du SGLT2, utilisés dans le traitement du diabète de type 2, représentent une autre catégorie de médicaments que j'éviterai sur le long terme. Ces médicaments fonctionnent en empêchant les reins de réabsorber le glucose, qui est ensuite excrété par l'urine, ce qui contribue à réduire le taux de sucre dans le sang. Toutefois, il augmente le risque d'infections génitales et urinaires, notamment chez les femmes. De plus, l'excrétion excessive de glucose peut provoquer de la fatigue, de la faiblesse, ainsi qu'une déshydratation.
Bien que ces médicaments puissent s'avérer utiles pour les patients souffrant de diabète, de maladies cardiaques ou rénales, il est préférable de gérer le diabète en adoptant d'abord une alimentation équilibrée et en pratiquant une activité physique régulière avant de se tourner vers des traitements médicamenteux à long terme. L'acidocétose diabétique est un effet secondaire potentiellement grave de ces inhibiteurs. Elle survient lorsque le corps produit trop de corps cétonique en raison d'un manque d'insuline. Ce trouble est plus courant chez les patients atteints de diabète de type 1, mais peut aussi se manifester chez ceux de type 2 prenant des inhibiteurs du SGLT2. Les symptômes incluent nausées, vomissements, douleurs abdominales, confusion ou essoufflement. Si elle n'est pas traitée, l'acidocétose diabétique peut entraîner un coma, voire la mort. Enfin, ces inhibiteurs peuvent également augmenter le risque d'amputation, en particulier au niveau des orteils et des jambes. Le risque d'amputation lié aux inhibiteurs du SGLT2 est particulièrement accru chez les patients souffrant de maladies artérielles périphériques ou de lésions nerveuses diabétiques. Il est essentiel que ces patients surveillent attentivement leurs jambes et leurs pieds et signalent immédiatement à leur médecin toute plaie ou infection. Il est important de rappeler que des changements de mode de vie, comme une alimentation saine, une activité physique régulière et le maintien d'un poids normal, peuvent souvent suffire à contrôler la glycémie chez de nombreux patients atteints de diabète de type 2. Une perte de poids, même modeste, améliore la sensibilité à l'insuline, réduisant ainsi le besoin de médicaments. La metformine reste une bonne option à envisager lorsque les changements de mode de vie ne suffisent pas à réguler le diabète. Ce médicament est souvent le traitement de première intention pour le diabète de type 2, car il est sûr, efficace et bien toléré par la majorité des patients. Si les inhibiteurs du SGLT2 sont nécessaires, une surveillance étroite des patients est essentielle pour détecter tout effet secondaire ou complication. Les patients doivent être encouragés à boire suffisamment d'eau pour prévenir la déshydratation et signaler tout symptôme d'acidocétose diabétique ou de problème aux pieds ou aux jambes à leur médecin. Cinquièmement, j'éviterai également l'utilisation prolongée des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, tels que l'oméprazole, souvent prescrits pour traiter les reflux acides et les ulcères d'estomac. Bien que ces médicaments réduisent la production d'acide gastrique, soulageant ainsi les symptômes du reflux et favorisant la cicatrisation des ulcères, ils sont associés à plusieurs risques. Parmi ces risques, on trouve des carences en vitamine B12, une mauvaise absorption du magnésium, du calcium et du fer, ainsi qu'un risque accru de pneumonie, d'ostéoporose et même de cancer gastrique. L'utilisation prolongée des IPP peut affaiblir les défenses naturelles de l'estomac, permettant à des bactéries et autres agents pathogènes de pénétrer dans le système digestif. De plus, certaines études suggèrent que boire de l'eau régulièrement peut temporairement soulager les symptômes du reflux acide, de façon similaire à l'effet des médicaments. Au lieu de dépendre des IPP sur le long terme, il est préférable de traiter la cause sous-jacente du reflux, souvent liée à des facteurs tels que le surpoids ou de mauvaises habitudes alimentaires. Des changements de mode de vie, comme la perte de poids et l'amélioration de l'alimentation, peuvent être tout aussi efficaces que les médicaments pour contrôler le reflux acide. Un autre problème majeur lié au IPP est leur interaction avec d'autres médicaments, comme les antidépresseurs ou les traitements contre l'ostéoporose, ce qui peut réduire l'efficacité de ces derniers. L'utilisation prolongée des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, peut entraîner des complications graves, voire mortelles, notamment chez les patients âgés présentant plusieurs problèmes de santé. Des études ont montré que les IPP augmentent le risque d'infection à Clostridium difficile, une bactérie responsable de diarrhée sévère et potentiellement fatale. Cela s'explique par le fait que les IPP modifient l'équilibre naturel des bactéries dans le tube digestif, créant ainsi un environnement propice à la prolifération des bactéries nuisibles. Les IPP ne doivent pas être utilisés indéfiniment sans suivi médical. Ils peuvent être nécessaires pour traiter certaines affections, comme les ulcères d'estomac ou la gastro-œsophagite érosive, mais il est préférable d'envisager d'autres traitements, tels que les antagonistes des récepteurs H2, comme la famotidine, ou les antiacides, avant d'y avoir recours. Si les symptômes de reflux acide persistent malgré des changements de mode de vie, et si l'utilisation d'IPP est indispensable, une surveillance étroite est cruciale, en veillant à ce que la posologie et la durée du traitement soient minimisées. Il est également important de ne pas arrêter brusquement les IPP, car cela peut entraîner un effet rebond, aggravant les symptômes de reflux. En résumé, il est préférable de traiter les causes sous-jacentes des problèmes de santé plutôt que de masquer les symptômes avec des médicaments sur le long terme.
Les médicaments sont parfois nécessaires, notamment pour les personnes ayant subi une crise cardiaque ou étant à risque d'insuffisance rénale, mais un changement de mode de vie reste toujours la meilleure solution pour améliorer la santé. Si cette discussion vous a été utile, n'hésitez pas à lever le pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos sur des sujets similaires.